Bonjour, j'accueille Johan Houbeck, l'auteur du prochain livre d'investigation, L'homme est un loup pour l'homme. Et aujourd'hui, on va parler de science, mais rassurez-vous, ça va pas faire mal, tout va être très compréhensible. Et justement, c'est très très important qu'on ait un regard scientifique sur le problème dont on va parler aujourd'hui, parce que, en fait, vous avez déjà fait l'expérience sûrement. Quand vous discutez avec des gens, quand même, la société pourrait être mieux organisée, il y a trop d'injustice, il y a trop de guerre, il y a trop de racisme, il faudrait une société plus humaine, plus solidaire. Vous avez sûrement déjà entendu aussi cette réflexion. Oui, mais ça, c'est la nature humaine, ou c'est la loi du plus fort, ou l'homme est un loup pour l'homme, ou c'est dans les gènes, ou c'est les instincts. D'autres parlent du péché originel. Bref, on est condamné au pessimisme et au défaitisme. Et justement, Johan est invité parce que il a écrit un livre qui, en néerlandais, s'appelle le Super Samenwerker, le super coopérateur, et qu'Investigation est en train d'envoyer à l'imprimeur. On a vraiment trouvé important de vous le publier en français parce que ce livre-là, il met complètement par terre cette idée de la nature humaine où l'homme serait obligatoirement égoïste, égocentrique, raciste, macho, guerrier, tout ce que vous voulez. Et justement, c'est un regard, Johan, peux-tu me dire quelle est l'idée de ce livre? Pourquoi ce projet? Oui, ce projet a été initié par Dirk van Duppen après justement tous les commentaires qu'il avait reçus sur l'égoïsme naturel. Il s'est dit, mais ça ne correspond pas à ce que je lis dans la littérature scientifique, dans beaucoup de nouvelles idées. Comment ça se fait que ce résidu reste tellement présent dans les journaux et dans les médias? Alors, pour réagir contre ça, il a dit, on va écrire un livre, et c'est pour ça qu'il m'a demandé aussi, en tant que scientifique, écrire un livre qui met à terre cette idée-là, et Mhm, commençant avec la mauvaise idée que les gens ont du darwinisme et de l'évolution. mhm. Donc, On nous dit toujours Darwin a montré qu'il y avait eu une bataille entre les espèces et que les plus fortes avaient survécu c'est et que ça. donc le darwinisme social, c'est l'idée que l'homme doit faire ça aussi. Exactement. Et donc, mais ce n'est pas du darwinisme d'abord, et Mhm, puis c'est très peu social, hein, parce que c'est mhm. asocial. Oui. C'est l'utilisation pseudo-scientifique de Darwin pour justifier une situation où les gens qui sont au-dessus se justifient par nature sur les gens qui sont au-dessous. Donc tu nous dis que c'est une théorie des puissants et des Cette riches. théorie de puissance. Quand on regarde ce qui se publie durant ces 20 dernières années, on voit que la nature humaine, d'abord, il n'y a pas de nature humaine. La nature humaine a évolué durant 200 000 ans et Mhm, change continuellement. Et donc, on est dans un système où, naturellement, on voit la primordialité de l'égoïsme, mais c'est seulement une petite partie, une petite période de la vie humaine ou de l'histoire humaine où ça se montre. il y a eu des périodes Durant, où ce n'était pas un loup pour pas l'homme. seulement ça, la plus grande période, les 199 000 ans ou les 200 000 ans euh, donc, De de l'humanité sont l'humanité pas guerrières. sont pas guerriers du tout. Bien, on va creuser ça aujourd'hui. Je regarde parce que je remarque, je ne sais pas si vous êtes déjà en état d'interagir avec nous et d'envoyer vos questions. Je demande de nous le signaler. Mais on va regarder ça parce que donc, ici on voit la quatrième de couverture où on explique un peu de quoi il s'agit. Et tu as parlé de Dirk van Dupen qu'on voit ici à côté de toi sur la page arrière de couverture de ce livre. Peux-tu me dire qui est Dirk dont tu viens de parler? Bah, Dirk
je l'ai connu quand il était encore jeune, à 18 ans. Moi, j'avais 30 ans. On s'est connus à Turnhout. Et puis, Dirk, après ses études, est allé travailler comme ouvrier. Après, il a commencé ses études de médecine. Après ses études de médecine, il a travaillé dans les camps palestiniens au Liban. Mhm. Il est revenu et il a continué avec la médecine pour le peuple, donc un groupe médical qui essaye de joindre ensemble différentes spécialités, pas seulement généralistes, mais aussi kinésithérapeutes, psychothérapeutes, et surtout les patients dans une globalité pour Mhm. aider à les guérir. Le Hein. patient dans la société. Exactement. Cette expérience-là lui a, disons, démontré comment l'industrie pharmaceutique, en fait, essayait de profiter du mal-être des gens Mhm. pour obtenir des bénéfices. Dirk est très connu en Belgique, et là, comme on a évidemment beaucoup d'amis en France et dans d'autres pays qui nous suivent, il est temps que je dise que Dirk, en fait, est un des animateurs à Anvers des maisons médicales au service du peuple, donc des maisons médicales sociales où le patient est traité au prix remboursé par la mutuelle et où surtout il y a une politique de prévention et en même temps de rendre les gens éveillés sur le fait que leurs maladies sont souvent liées à des problèmes sociaux, à la manière dont l'économie est organisée. Et c'est quelqu'un qui est très connu en Belgique pour avoir développé, proposé ce qu'on appelle le modèle Kiwi, c'est-à-dire que le gouvernement, la sécurité sociale, cesse de payer des fortunes aux producteurs de médicaments qui réclament des prix ahurissants et qu'on impose des prix sociaux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu pour tout ça. C'est à ce titre que je le connais personnellement aussi. Malheureusement, les nouvelles de sa santé ne sont pas bonnes. Non, non, malheureusement, il a donc eu le diagnostic d'un cancer non guérissable et pour l'instant, il est sous soins palliatifs. Oui, ça fait plusieurs mois qu'il se bat courageusement pour employer le mieux possible la fin de sa vie. Donc, on lui envoie un message s'il pourra voir cette vidéo en disant que on le remercie. Moi, je le remercie énormément pour ce livre qu'il a fait, qui m'a apporté beaucoup, qui m'aide dans, vous allez le voir, qui m'aide dans les discussions au quotidien contre les idées dominantes et que c'est en tout cas notre volonté de continuer son œuvre à travers ce livre. D'ailleurs, Oui, j'ai voulu le traduire justement en hommage à lui. Donc, voilà. parce que, C'est l'auteur lui-même, comme il a vécu en France, qui a traduit le livre exactement, et oui. que toute notre équipe, David et les correcteurs que je remercie, ont travaillé d'acharnement avec d'arrache-pied, je veux dire, pour que ce livre soit paru le plus vite possible. Alors on va commencer par une image très belge. C'est une image de Bart de Wever. J'explique encore pour nos amis étrangers. Ça, c'est le politicien à la mode. Il est apparu en 10 ans. Il a fait un grand succès grâce à la crise des partis traditionnels. Et c'est le principal parti en Belgique. En Flandre, il est dominant, bien que maintenant il est en train de se faire dépasser sur sa droite par un parti carrément fasciste. Mais donc, ce qui est intéressant avec Bart de Wever, c'est que il a des idées, on va dire, il a une philosophie, et on peut voir justement que lui, il pense à fond à la nature humaine et d'une manière très à droite, très réactionnaire. Tu peux expliquer justement pourquoi vous avez choisi dans votre présentation cette déclaration? Je lis, hein, pour ceux qui n'auraient pas une bonne connexion. Le noyau de mon existence idéologique, dit Barthélemy, est la conviction qu'il y avait une erreur de pensée chez les Lumières, donc les philosophes comme Rousseau et Voltaire vers 1789, à savoir l'idée que l'homme est bon par nature. L'homme, répond de Wever, n'est pas bon par nature, c'est la sagesse condensée de 2000 ans de christianisme. Sous-entendu, ça veut dire que les autres religions n'ont pas la même sagesse, ça c'est bizarre, mais bon, c'est quoi cette théorie de Bart de Wever? C'est la théorie du péché originel, naturellement, hein, donc Voilà. que l'homme est mauvais par nature et qu'en fait, il n'y a que la civilisation qui peut aider un petit peu à le modifier pour qu'il puisse vivre en société. Mhm. Hmm. Et ça, les sciences maintenant démontrent Bart de Wever. Oui, Il nous faudrait des scientifiques en politique, alors. bah, il faudrait surtout que les politiciens écoutent les scientifiques. On le voit avec les problèmes du climat, ils ne savent pas écouter Mhm. parce que naturellement, ils sont
plus enclin à étudier ou à me parler des gens qui les soutiennent financièrement que de parler d'autre chose. Mhm. Et c'est pour ça qu'on parle très peu scientifiquement en politique. C'est une des raisons aussi pour Les laquelle on a politiciens ont fait, le droit de raconter n'importe quoi. euh, oui, plus ou moins D'accord. n'importe quoi. Oui. Donc, en fait, je ne sais pas si on doit lancer un appel aux politiciens, mais en tout cas aux citoyens pour surveiller ce que Il y les a, politiciens racontent. il y a des exceptions, puisque quand le livre est Oui. paru en irlandais, il y a beaucoup de politiciens qui ont dit vraiment c'est un livre qui est très important Ah, et qui nous aidera. ça c'est positif. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'histoire des neurones miroirs. Ça, c'est un terme important dans votre livre. C'est quoi les neurones miroirs? Oui, c'est pour parler de ce qu'on appelle le substrat biologique de la coopération. Mhm. Et donc, il y a une vingtaine d'années, il y avait des chercheurs, des neuroscientifiques italiens. Ils faisaient des expériences sur des petits singes, des macaques, et donc ils étudiaient l'activation dans le cerveau quand ce petit singe prenait un petit arachide. Mhm. Et donc, ils avaient détecté les neurones qui étaient responsables de cette activité motrice, comme on dit. Euh, Et donc ici, on voit le petit singe en question. Il y oui, a un homme qui lui tire la langue. Et sur l'image oui. suivante, le singe tire la Eh langue bien aussi. oui, Ça veut dire quoi? ce qui s'est passé, c'est que par hasard, un de ces scientifiques italiens, il a pris une noix d'arachide dans sa Mhm. main et, étonnamment, le neurone qui était activé quand le singe prenait lui-même était également activé. Donc, ce qui se passe, c'est que les neurones motrices qui déterminent une action Mhm. sont aussi activés quand ils voient cette action. Donc, même chez des animaux, il y a dans le cerveau quelque chose qui nous fait imiter et qui nous fait Qui nous fait ressentir imiter, la c'est même chose ça, que la oui. personne qu'on voit. Et Alors, on va prendre une oui, image que j'ai trouvée très rigolote. On a ici une image de foot, donc ça va parler au moins à la moitié de l'humanité. Et donc, on voit un joueur qui est par terre et qui se tient la tête. Donc, il a reçu un coup sur la tête. oui, moi je me demande si c'est pas parce qu'il a raté un Oh, goal, parce que je vois le joueur de droite qui se tient aussi la tête. oui, oui, Donc, oui, mais mais en tout cas, peu non, importe. L'important, c'est ce que le public. tout le monde se prend la tête. Tout le monde se prend Pourquoi? la Parce tête. qu'ils sentent le même coup sur leur tête. Quand vous regardez quelqu'un taper sur son doigt avec un marteau, vous sentez la souffrance aussi. C'est comme ça que se fait, que se fait cette image miroir. Hein. Oui. Ce neurone miroir vous fait souffrir de la même façon que celui qui souffre. Et Ok. c'est la première, Donc, cette image prouve que l'homme est fondamentalement basé sur l'empathie et la sympathie. c'est le premier signe de l'empathie. C'est Oui. vraiment un des premiers symptômes. C'est pour ça qu'on a parlé de neurones miroirs comme Mhm. les neurones empathiques. Ok. Ici, on a une autre image avec les oxytocines. Ce sont des hormones qui sont bien décrites dans le livre. C'est quoi donc les oxytocines Oui, c'est ocytocine en en français? français. Donc, les ocytocines, normalement, c'est bien connu parce que ce sont des hormones qu'on donne aux parturientes pour accélérer Aux la femmes qui naissance, sont en train de donner, oui, d'accoucher, oui. pour accélérer donc la naissance, augmenter les contractions et aussi pour faire monter le lait. C'était comme ça qu'ils étaient utilisés par les obstétriciens qui voulaient partir en week-end. Alors, ils donnaient le vendredi Ils voulaient accélérer l'accouchement. l'hormone D'accord. pour qu'il y ait moins de naissances durant Bon, le week-end. et dans un usage normal, donc nous avons ces ocytocines et elles provoquent quoi chez nous? Mais c'est ça qui était spécial. On a vu que cette ocytocine n'est pas seulement responsable de cette physiologie-là, mais on a vu chez certains animaux que c'était une hormone prosociale. C'était une hormone qui était présente chez des souris, des campagnols qui étaient sociaux et qui était beaucoup moins présente
sinon pas actifs, chez les mêmes espèces, mais qui n'étaient pas sociaux. Mhm. Et donc, là, on a essayé de savoir si cette hormone était vraiment important pour la prosocialité, pour que les gens soient sociaux et les animaux soient sociaux. Et en fait, on a prouvé cela de différentes manières, en introduisant des gènes ou bien en bloquant le récepteur pour cette hormone. On a pu démontrer que c'était important. Maintenant, cette hormone est synthétique, on peut le mettre en spray dans le nez. Mhm. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut le donner à des sujets et comparer avec des sujets contrôle qui reçoivent un spray où il n'y a pas de cytocine Oui, et puis voir quelles sont les réactions sociales. on a une confirmation des hormones qui Et donne des résultats. On a une petite photo ici de petits campagnols, donc ça va accrocher l'intérêt des enfants, j'imagine. Il y a donc si je comprends bien, il y a deux espèces de campagnols, ceux qui vivent dans les champs et ceux qui vivent sur des rochers. exactement. Et, Ceux qui sont dans les rochers, ils sont asociaux, beaucoup moins sociaux. Ils sont donc polygames, ils ne s'occupent pas des femelles, ils ne s'occupent pas des petits. sont Ils égoïstes, sont bah, égoïstes, si on peut dire. égocentriques. Égocentriques, oui. Mhm. Pourquoi? Parce que l'évolution fait que dans l'environnement où ils se trouvent, ils ont beaucoup moins besoin l'un de l'autre que Mhm. dans les campagnols qui Ceux des vivent dans les champs ont prairies. besoin de vivre en société, c'est Parce ça. qu'ils sont plus visibles aux prédateurs, ils doivent faire plus Ah attention, oui. et Donc, donc, doivent avoir des gens de la famille qui surveillent s'il n'y a pas entre des oiseaux autres, qui et viennent les puis ils manger. doivent faire plus attention aux petits, etc. Et Mhm. donc là, ils sont plus sociaux. Et on a vu que la différence principale entre ces deux espèces très voisines, c'est justement la présence de récepteurs. Et ça, on voit dans la figure à droite quand c'est Oui, je noir. la remontre alors. Oui, donc, La voilà, les campagnols. quand on voit Ceux des prairies, on voit ce, qu'ils ont quelque chose de plus développé là au oui, centre ce qui est en noir, c'est le récepteur d'ocytocine. Donc, dans le D'accord. cerveau, ils en ont beaucoup plus que celui des montagnes. Donc, on a là une espèce animale qui, elle, ne peut pas être influencée par les C'est conceptions ça. néolibérales ou socialistes, on va dire. Oui, Mais dans les espèces animales, il y a une différenciation des oui, hormones selon l'endroit où ils vivent et selon les besoins qu'ils ont. exactement. Et un bon exemple, c'est la différence entre chimpanzé et bonobo. Oui. Les chimpanzés sont plus agressifs, sont plus égoïstes que les Mhm. bonobos. Eh bien, cette hormone-là n'a beaucoup moins d'effet chez le chimpanzé que chez le bonobo. D'accord. Donc, on peut voir chez des animaux l'effet Des de différences, l'environnement et des exactement. besoins qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Alors, on a une image très mignonne ici où on voit un chien apparemment dans une chouette relation avec sa maîtresse et c'est aussi les hormones Eh sociales, bien les oui, ça, hormones câlines. ce qui est très intéressant, c'est que quand le chien et la maîtresse regardent, il y a une augmentation de l'ocytocine chez les deux. Chez les deux. Les deux se sentent mieux, hein, entre autres par cette sécrétion d'ocytocine. Donc là, on comprend pourquoi ça fait du bien d'avoir un C'est chien ou un ça, chat à la maison et oui. pour les enfants notamment. Ce qui est étonnant, c'est que les humains qui élèvent des loups, hein, Oui. quand ils se regardent, eh bien, ça ne se passe pas. Ah oui, ça c'est justement une question Le parce que loup n'a pas cette augmentation d'ocytocine. oui. Et comment ça se fait alors? Parce que L'homme a choisi des loups sympas ou? l'homme, par sélection, qu'est-ce qu'il a fait il y a 26 000 ans? Il Mhm, y avait des loups qui cherchaient le détritus autour du camp, et mhm. puis il y en avait qui restaient un peu plus longtemps, et puis qui s'approchaient de plus en plus, et ils arrivaient jusque chez l'homme. L'homme a dit, ça peut nous aider à garder le camp, ou bien à faire autre chose, à tirer des chariots, ou je ne sais pas quoi. Et ils ont fait une sélection de ceux qui sont les plus domestiqués. Mhm. Et en fait, sans le savoir, ils ont aussi sélectionné pour cette augmentation de l'hormone câline, comme on dit, Ouais. chez l'espèce qui est devenue Ok, le donc ils chien ont au lieu du loup. influencé l'évolution d'une partie des loups C'est ce qu'on appelle la qui sont sélection devenus, artificielle. voilà, Oui, devenus de tout oui, autres animaux. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que je pense que personne se doutait que les animaux pouvaient nous aider à mieux comprendre l'homme. Alors on va montrer une image
sur justement, il y a, je crois, une comparaison entre l'être humain, le chimpanzé et l'orang-outan. Oui, c'est un travail de très longue haleine. Ça a été fait sur 105 enfants de 2 ans et demi, sur 150 chimpanzés du même âge Oui, et 35 orang-outans du même âge. Et ils ont étudié par des tests d'abord ce qu'ils connaissaient de l'environnement physique. S'ils savaient à quels endroits ils étaient, s'ils avaient une notion du temps, s'ils avaient une notion de cause à effet, s'ils avaient une notion comment dirais-je, de chiffres. Par exemple, les chimpanzés savent compter jusqu'à 5. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement physique. Ils ont fait ces études, ils ont vu que chez les enfants et chimpanzés, il n'y a pas de différence. À 2 ans et demi, ils sont exactement au même score pour cet environnement, la reconnaissance de l'environnement physique. Les orang-outans sont un peu moins bien, parce qu'ils sont plus loin dans l'évolution. mhm, Mais ce qui est important, c'est que quand on étudie par des tests sociaux la différence entre ces 3 espèces, on voit que même à 2 ans et demi, l'enfant est beaucoup plus social que le chimpanzé, que l'orang-outan, directement. Et ça, c'est par exemple collaborer ensemble, avoir des intentions communes, regarder des images ensemble. Ça se fait chez le petit humain, ça ne se fait pas chez le chimpanzé ni chez l'orang-outan. mhm. Et donc, ce qui est démontré, que c'est en fait la grande différence entre les 2 cousins qui sont le chimpanzé et l'homme, c'est cette reconnaissance de l'environnement social. C'est la sociabilité qui fait la grande différence entre l'homme et le chimpanzé. Et donc, toutes les études qui ont essayé de démontrer que l'homme était agressif et était égoïste Mhm, en se basant sur le chimpanzé, en fait, ils ont fait la moitié de leur boulot. Ils n'ont mhm. pas regardé ce qui était Ils n'ont pas différent. analysé les Et cette conditions. différence, c'est justement D'accord. la sociabilité. Alors, je salue les personnes qui nous rejoignent et je tiens à m'excuser auprès de tout le monde pour l'erreur que j'ai commise. Je n'avais pas mis la vidéo diffusée en direct, donc vous ne pouviez pas voir le début et réagir. Donc, il va falloir regarder depuis le début sur la version YouTube qui va être portée bientôt. Toutes mes excuses. J'ai une petite fausse manœuvre dans les préparatifs. Donc, on a vu avec Johan, pour résumer, que la théorie de la nature humaine inchangeable est démentie par les sciences, les recherches scientifiques de ces 20 dernières années, et que celles-ci montrent au contraire que la nature humaine est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis 200 000 ans, qui dépend de l'environnement, et que chez les animaux eux-mêmes, sur certaines espèces qui ont été fort étudiées, on a on voit que les conditions dans lesquelles ils vivent, l'éducation qu'ils reçoivent, les besoins qu'ils ont, influencent énormément les comportements. On va continuer le parcours avec ce qu'on appelle les aptitudes socio-cognitives, c'est-à-dire la capacité des enfants de 1 an à apprendre, à comprendre. Et ici, on compare 3 cultures totalement différentes, une maman illettrée, une maman alphabétisée et une maman universitaire. Et quand on compare ça, on voit quoi? Eh bien, donc, c'était à partir des premiers résultats entre les petits de chimpanzés et humains. La critique a été, oui, mais vous avez pris des petits qui viennent des universitaires, c'est parce qu'eux, ils ont déjà habitué à ces sociabilités que vous avez ces différences entre ces 2 espèces. Alors, Tomasello a dit, bon, on va regarder dans Mhm, différents environnements comment les enfants réagissent. Donc, ils ont été soumis au même test. mhm, Les tests de l'environnement physique, hein, étaient un peu différents pour les 3. Ça veut dire que les universitaires ou les enfants universitaires reconnaissaient un peu mieux leur environnement mhm. que ceux des enfants analphabètes. Mais au contraire, en revanche, les tests de sociabilité étaient exactement les mêmes. Donc, ce n'est pas l'environnement universitaire qui a fait que ces enfants sont plus sociaux, Mhm. ce sont tous les enfants dans n'importe quelle culture qui sont sociaux Donc c'est plutôt dès la le famille qui départ. provoque ça, C'est l'environnement, l'environnement pas général, la seulement ça, famille, mais l'école, tout ça. non, c'est même pas l'école puisque c'est un alphabet. C'est simplement Oui, quelque chose qui est
pratiquement Mhm. inné chez l'homme. L'homme est un être social presque par nature. D'accord. Hein. Donc, ceci contredit les théories qu'on a entendues au début de l'émission. Il y a une image ici qui montre que les enfants, ils imitent, on dit c'est des éponges, ils copient les parents, ils copient ce qu'ils voient, et c'est très important le phénomène de l'imitation dans la formation Ben oui, d'un être parce humain. que l'imitation, c'est l'apprentissage. On apprend en imitant. C'est la Mhm. première chose. Alors, on dit que les singes sont imitateurs. On dit que quelqu'un singe quelqu'un d'autre. Oui. En fait, ce n'est pas vrai. Hein. Quand on Mhm. va dans la nature, on a démontré que les singes, ils regardent pour apprendre, mais la maman Mhm. ne va jamais refaire l'expérience pour essayer de démontrer à l'enfant comment le faire. Hein. Mhm. L'enfant ou le petit chimpanzé doit regarder comment la maman le fait et s'il sait le faire, tant mieux. S'il ne sait pas le faire, la maman, elle Et s'en donc, le balance. fait que les petits bébés, les petits enfants, ils copient le papa, la maman, c'est ça qui explique un développement Oui, pas seulement supérieur et ça, mais aussi plus. que la maman Oui, répète pour que... fais attention donc, à ce il y que. a une interaction Mhm. entre l'enfant et la maman qui fait que la maman est une éducatrice. Et c'est ça qui explique que Et le ça, petit être c'est humain va se développer plus beaucoup que des plus. espèces Oui. animales. D'ailleurs, on voit ça chez les enfants aussi. Quand ils deviennent plus âgés, et, leur éducation ou leur intelligence devient beaucoup plus grande Mhm. qu'avec des chimpanzés, justement parce ils imitent leurs parents, Mhm. ils s'imitent aussi entre eux. Et chaque fois Oui. que quelqu'un imite correctement, il va le transmettre aux autres et les autres vont aussi le faire. Mhm. Et ça, c'est complètement différent chez les Donc, chimpanzés. l'imitation est un phénomène social et c'est ça qui explique que l'homme est quelque chose qui est beaucoup plus développé que les animaux. Oui. On a ici une image euh, Ça aussi, c'est quelque qui va dans le même chose sens. qui va les chimpanzés ne montrent jamais. Hein. Ah oui, c'est Ils seulement donnent, l'être humain qui oui, montre ils du donnent des doigt. signaux s'il y a quelque chose, mais Mhm. et la grande différence entre les humains et les chimpanzés, c'est que les chimpanzés, on ne voit pas, ils n'ont pas de blanc d'œil. Donc, on voit très mal leur iris. Ah Et oui. quand ils bougent les iris, c'est pas facile à trouver, à voir. Chez l'humain, du fait qu'ils ont un blanc d'œil, c'est très facile aux humains de voir ce que l'autre regarde. Ah oui. Et donc, il y a une relation à trois. Deux regardent Mhm. vers le même point, et ça facilite énormément. En plus, quand ils peuvent montrer quelque chose, la maman peut montrer, l'enfant peut montrer s'il comprend quelque chose ou s'il ne comprend pas. Et à chaque fois, il y a cette relation triangulaire entre l'objet et parent et Mhm. enfant qui fait que l'éducation se fait beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. D'accord. Alors, on a ici une image qui montre des enfants ensemble et qui sont en train de partager. C'est important. Exactement. Oui, c'est comme j'ai dit, s'il y a une même intentionnalité, la résolution d'un problème se fera beaucoup plus vite. Hein. Et on a démontré ça avec des puzzles. Hein. Quand les chimpanzés reçoivent un petit cadeau pour une banane ou pour avoir résolu un puzzle, ils le font tout seuls. Ils ne vont Mhm. jamais s'entraider. Tandis que les enfants, ils vont s'entraider, et pas seulement ça, celui qui, pendant cette collaboration, a reçu quelque chose, il va le partager avec les autres. Et donc, ça augmente la coopération, puisque ce n'est pas le cadeau pour lui, c'est le cadeau pour tous ceux qui ont collaboré. Et Mhm. comme ça, le travail se fait beaucoup plus vite. Donc, ça veut dire que le bébé, il est spontanément social et que c'est tant mieux parce que comme Les, ça, il va se développer beaucoup oui, mieux. exactement. Et donc, il est prosocial dès qu'il paraît Ok. sur En contradiction avec les la théories de naissance, la nature humaine qui est où l'homme égoïste. est Oui, égoïste, oui, oui, individuel et oui. que c'est bien comme ça. Alors, on a ici une image assez classique, on la voit souvent, Oui, un peu. c'est l'évolution de l'humanité C'est et en caricatural, fait, hein, oui. c'est pas comme ça que ça s'est fait. Ce qui est Mhm. important, c'est que la position debout a fait
beaucoup de changements chez l'homme. Le fait de se redresser et de marcher sur ses deux Oui, pattes, oui. c'est très important. C'est Pourquoi? très important parce que il pouvait alors courir plus longtemps, donc pour la Oui. chasse. Hein. Il pouvait également regarder plus loin. Mhm. Hein. Et chez les chimpanzés comme chez l'humain, il y a aussi la reconnaissance de la couleur. Donc c'est important pour reconnaître les fruits dans la brousse, etc. Donc Les autres animaux n'ont pas tellement il y les a, couleurs. un chien, par exemple, ne sait pas avoir des couleurs. Hein. Mhm. Donc il s'est mis debout, et ça, mais ça a eu un grand désavantage. Hein. Il s'est mis debout aussi, il a pu utiliser ses mains. Un chimpanzé utilise ses mains, mais il utilise principalement ses mains comme des pattes. Quand un Mhm. chimpanzé veut courir, il court à quatre pattes. Il est beaucoup plus vite à quatre pattes qu'à deux pattes. Hein. Il est peu pâteau, à deux pattes, il est très pâteau. Et donc, les mains ont été libérées. Le chimpanzé, il doit prendre sa proie dans les dents. Hein. Oui. Ça veut dire qu'il a des mandibules énormes avec Mhm. des muscles énormes. Hein. L'homme a eu ses mains pour utiliser et pour prendre. Et de Donc ce il n'a pas besoin fait-là, d'une grande mâchoire. la Et du mâchoire coup, ça veut dire et que des le muscles cerveau, plus lui, peut petits. grandir. Et le cerveau devait grandir parce Mhm. qu'il devait utiliser ses mains à des choses plus fines. Mhm. Et donc, pour pouvoir contrôler ses mains, il devait avoir Il plus de doit cerveau. plus Hein. réfléchir Donc, et il y le avait cerveau grandit. augmentation du cerveau. Hein. Mais cela a un Donc ça, désavantage. oui. Désavantage est que, vu qu'il s'est mis debout, le bassin est devenu plus étroit pour qu'il Mhm. puisse se tenir en équilibre. Sinon, il ne sait pas se tenir en équilibre. Oui. Si le bassin devient plus étroit, automatiquement, le canal de naissance devient plus Les étroit. femmes qui doivent Et la accoucher, surtout si le naissance, bébé a une c'est grosse ça. tête comme chez l'homme. La naissance est plus difficile et en Mhm. plus, le cerveau est plus grand. Oui. Et le cerveau, il ne faut pas l'oublier, mais ça prend la grande partie de l'énergie que nous avons, 20% de l'énergie diurne qu'on a Mhm. par jour, va dans le cerveau. D'accord. Donc, même dans le fœtus et dans le bébé dans le sein, ça fait beaucoup d'énergie en plus qu'il faut. Mhm. Et la maman qui est enceinte ne sait pas l'avoir tout seul. Elle a besoin d'autres. Elle a besoin de gens Et pour donc, soutenir. c'est ça. Et à la Donc pour qu'un naissance, bébé se développe, il faut que les êtres humains soient sociaux et protègent les mamans. en plus, à la naissance, du fait qu'il a le grand cerveau, l'enfant est prématuré. C'est le plus prématuré des mammifères, Oui, c'est il est beaucoup l'enfant. moins Il ne sait rien tout faire. seul et il va mourir tout de Un suite. chimpanzé, quand il naît, Mhm. automatiquement, il va s'accrocher au pelage, il va monter et chercher les tétons pour commencer à s'arrêter. Chez l'homme, ce n'est pas possible. D'accord. Et donc, Donc ils ont l'homme est besoin plus de quelqu'un fragile que les d'autre. autres animaux, ce qui veut dire qu'il a absolument besoin d'être C'est ça. social, n'en Et donc, déplaise à Monsieur de Wever et c'est compagnie. ça. Si Homo sapiens n'avait pas été social, simplement, il n'aurait pas survécu. Ok, je Il n'y pense aurait pas eu de qu'on Homo commence sapiens. bien à comprendre votre démonstration scientifique contre la théorie de la nature humaine égoïste. Ici, on a une image un peu drôle aussi, où on voit un singe, le nasique. Oui, ça, Et pourquoi cette image? c'est une étude qui a été faite par Dunbar qui a demandé qu'est-ce qui change dans le cerveau quand les mammifères se regroupent. Mhm. Et il a vu que la proportion du néocortex, ça c'est la partie la plus récente du cerveau, Mhm. cette proportion augmente en fonction de quantité d'individus dans un groupe. Donc, si Donc, on est dans un large groupe, on a besoin d'un cerveau qui peut mieux analyser les et relations. c'est la partie qui est responsable justement de l'intelligence qui se développe le plus. Donc on peut dire, et c'est le nombre de Dunbar qu'on dit, Oui. le cerveau ou l'augmentation du cerveau chez l'homme est principalement due au fait que les groupements humains se sont devenus plus larges. Donc, Hein. un grand génie ne peut pas être individuel, il est forcément social, le génie aussi. Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, un grand génie comme Einstein, il avait un tout petit cerveau. Hein. D'accord. Et ce n'est pas un grand cerveau, c'est simplement parce que Einstein a pu transmettre tout ce qu'il y avait avant lui et a pu discuter avec ses collègues qu'il a eu ces idées brillantes. Donc Einstein est un génie parce que social. Parce Ok. que social.
Voilà, vous voyez qu'on apprend vraiment beaucoup de choses très originales. Alors, après Dunbar, on se penche sur l'importance des parents. Et c'est quoi ça, l'hypothèse de la grand-mère pour Eh élever? bien oui, donc on revient à la différence entre chimpanzé et humain, on revient toujours. Quand une maman chimpanzé a un bébé, elle ne va pas le lâcher, hein. Et Mhm, elle peut même vous tuer si vous voulez s'approcher de cet enfant. mhm, Chez l'humain, c'est totalement différent. Si vous êtes en clinique ou bien si vous êtes à la maison et qu'il y a un accouchement, il y a le papa qui est déjà là. Il y a naturellement un obstétricien, il y a une infirmière. Sitôt que l'enfant est né, il passe chez les grands-parents, il passe chez la famille. Tout le monde dit oh, mais qu'il ressemble à son père. Donc c'est quelque oui. chose qui est partagé. Et donc, le fait que Et l'enfant il devient plus social, ça veut dire qu'il s'enrichit plus parce qu'il est en contact avec beaucoup de gens? oui, et surtout que ça démontre clairement que sans cette sociabilité, il ne vivrait pas, hein. Voilà, il y a Et en beaucoup de plus, oui, protecteurs. ce qui est intéressant, c'est que les chimpanzés, une fois, ou les chimpanzés femelles, une fois qu'ils sont en ménopause, elles vont mourir. À 45, 50 ans, elles meurent, hein, parce qu'elles n'ont plus de fertilité, en parenthèse, elles n'ont plus d'utilité, hein. Ok, ça c'est moins sympa, Ce mais qui est, ce qui est pas le cas chez les humains. voilà. Et on a démontré ça dans les peuples de chasseurs-cueilleurs. On voit qu'ils sont beaucoup plus, il y a plus d'enfants, ils sont en meilleure santé Mhm. s'il y a des grands-mères et des grands-pères. Parce que eux, comme j'ai dit, ils s'occupent aussi d'apporter l'énergie nécessaire à la maman enceinte et aux petits-enfants, par la chasse et par en cueillant, hein. Ok. Et donc, Euh, de ce fait-là, ils sont obligatoirement sociaux. voilà, un plaidoyer pour le babysitting en famille. Exactement. Effectivement, ça aide bien. Alors, on a vu aussi, j'ai cette image ici, on parle d'un paradis égalitaire. C'est ça. Ça, c'est une autre chose qui est parue dans ces dernières années. Je crois que c'est principalement Paul Bloom qui a fait des études là-dessus, si Mhm, j'ai bonne mémoire. Il a étudié tout ce qu'on savait des peuplades de chasseurs-cueilleurs, hein, et il a démontré qu'il n'y avait pas de distinction entre genres, hein. Pourquoi? Parce que les hommes chassaient et les femmes cueillaient, mais en fait, la plus grande partie de l'énergie était cueillie par les femmes. La chasse était totalement aléatoire. Ça ratait 9 fois sur 10. mhm. Et donc, il y avait pas, il y avait une division de travail, mais il n'y avait pas une inégalité entre les genres. D'accord? Et puis, en plus, euh, celui qui était le meilleur chasseur, c'était celui qui donnait ce qu'il avait, la proie, aux autres. C'était pas lui qui venait pour soi, comme les chimpanzés, s'ils ont attrapé un colibus, un petit singe, Mhm. ils vont essayer d'avoir le plus pour soi, et c'est seulement ce qui reste qui est donné aux autres. Là, c'est le contraire. Il y a quelqu'un qui va partager le produit de la chasse, Mhm. et d'habitude, c'est pas le chasseur qui a tué qui reçoit la meilleure part. Donc, Au en ayant contraire, plus de justice sociale, on a plus oui. d'efficacité pour que tout le monde se Pourquoi? développe. Pourquoi? Parce que celui qui est le meilleur chasseur, Mhm, il veut garder une réputation. Et cette mhm. réputation, il doit l'avoir en collaboration avec les autres. Il C'est veut les avoir autres une qui approbation de la vont société, du groupe. exactement. Et c'est pour ça D'accord. qu'il n'y a pas cet égoïsme, mais qu'il y a une division, un partage de tout ce qui est Ok, donc objet de on la chasse. insiste vraiment, jamais assez je pense, sur l'idée que si l'homme a réussi et s'il réussit des choses, c'est parce qu'il est social et pas parce qu'il serait égoïste. Exactement, oui. Pourtant, on lit de temps en temps l'idée que euh, même dans les tribus primitives, on dit primitives, parce qu'il faudrait parler aussi de cette notion, mais enfin dans les tribus très anciennes des cueilleurs, on dit qu'il y avait aussi la guerre et que donc ça prouve que la guerre, ça fait partie de Oui. l'humanité depuis le début. Là aussi, il y a des études récentes qui disent qu'en fait, la vraie guerre entre tribus, la vraie guerre entre peuples ou Mhm. peuplades,
n'a commencé qu'il y a 12 000 ou 15 000 ans. Donc, au moment où il y a eu une possibilité d'accumuler des choses, il y a eu aussi dispute sur ce qui était en surplus. Donc la guerre ne commencerait que quand La l'humanité vraie devient guerre, un oui, peu plus riche et que l'injustice c'est arrive. ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des crimes Oui, dans il peut y avoir quand même des conflits, hein, mais des conflits, mais c'est à un niveau, et donc ça c'est des études il y a 4 ou 5 ans, chez les chasseurs-cueilleurs, c'est à peu près 2%. Et la plupart, c'est ou bien une jalousie, ou bien des bagarres personnelles. bagarre personnelle. Mais il n'y a pas de bagarre entre différents groupes. D'accord. Ce n'est seulement. Et donc là, il y a un livre que je conseille fortement, c'est La violence dans la préhistoire de Madame Patou Matisse, qui est paru en français et qui explique tout ça très clairement. Très bien. Ok, de toute façon, le livre L'homme est un loup pour l'homme, que j'ai montré au début, mais comme on a fait une erreur, genre. Dans l'économie, on nous dit, voilà, les êtres humains, les citoyens, font des choix économiques, ils décident d'acheter ça ou pas ça, ils décident de le faire à tel ou tel prix, et que comme ça, on arrive à un système rationnel parce que le libre marché, nous dit-on, c'est le total de tous les choix individuels qui sont faits par les gens, et c'est ça qui permet d'arriver à une société efficace avec un développement économique. Et ça, c'est aussi contredit. Oui, oui, c'est pas seulement contredit. Donc, toute la notion des économistes néoclassiques sur le fait du choix rationnel, hein, que chaque individu va rationnellement réfléchir parmi tous les choix qu'il a, celui dont il a le plus profité, que ça n'a pas de sens. D'abord parce qu'il n'y a jamais une information complète, Oui, et en et pas plus, une bonne information pas peut-être. une bonne information. Alors justement, pour illustrer cette idée et parler un peu du mythe du choix rationnel en économie, on a choisi ceci, évidemment, je crois que ça parlera à beaucoup de gens, un commentaire là sur Eh bien la oui, malbouffe. ça c'est, non, non, c'est pas la malbouffe, ça c'est l'exemple de ce qu'on appelle l'homo economicus. Oui. Homo economicus qui veut tout et n'est jamais satisfait, Mhm. veut toujours plus, plus, plus et plus. Hein. Donc Oui. ça c'est l'exemple type et ça n'existe pas dans la réalité. Les Moi, gens, j'ai parlé de malbouffe parce que ces malheureux gosses là qui sont déjà obèses sont les victimes de la pub de McDo, oui, de Coca-Cola et tout ça, de la surconsommation. Donc, c'est lié à l'économie libérale qui veut que les gens consomment toujours plus pour faire plus de profit. Et là, on voit que ces gosses, et leurs parents évidemment, n'ont posé aucun choix rationnel. oui, Ils ont été manipulés. oui, pas seulement ça, mais c'est parce que cette manière égoïste de voir vous entraîne des pathologies. Hein. Mhm, L'inégalité est le facteur principal des maladies, ce qu'on appelle psychosociales. mhm, Hein. Et ça a été démontré clairement aussi dans les pays où il y a le plus d'inégalités, il y a le plus de crimes, il y a le plus d'analphabétisme, mhm. il y a le plus de mineurs enceintes, il y a le plus de violence, donc tout, il y a le plus de malades mentaux, etc. Donc l'homme étant social dans un monde qui est asocial devient malade. Donc, si on veut une bonne société où les gens vivent heureux, il faut l'égalité. Il faut l'égalité. C'est pas du tout ce qu'on entend dans les théories à la mode depuis 30 ou 40 ans, on va dire, les penseurs du néolibéralisme. Et ici, je ne sais pas si vous avez une bonne connexion, donc je vais lire la citation de Friedrich Hayek, qui est le grand théoricien fondateur de ce qu'on appelle le libéralisme économique pur et dur. Et Hayek a déclaré: je préfère une dictature libérale à une démocratie sans libéralisme. Il a d'ailleurs démontré, puisqu'il était pour le régime de Pinochet au Chili. Voilà, donc Allende, pour les jeunes, j'explique, il y a eu un
mouvement populaire et un gouvernement de gauche avec un président progressiste Allende qui voulait développer la santé, l'éducation et un niveau de vie pour l'ensemble de la population et qui voulait se battre contre les multinationales des États-Unis. Les États-Unis ont fait un coup d'État de la CIA, ils l'ont renversé, ils l'ont remplacé par Pinochet. Et là, il y a eu un énorme écart riche-pauvre et beaucoup de problèmes au Chili. Oui, mais pas seulement ça, mais aussi beaucoup de morts, parce Oui, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été oui, assassinés. ça a Hein. commencé par une Donc, dictature sanglante, effectivement. parler de libéralisme en tuant les gens, c'est un peu ironique, mais c'est comme ça que le néolibéralisme s'est fait, Mhm, en tuant les gens. Parce que les gens ne sont pas homo economicus, ils sont sociaux par nature. mhm. Donc, il faut les tuer pour qu'ils apprennent à être asociaux. Il faut les tuer pour apprendre à être raisonnable. Exactement. Malheureusement, Hayek et Milton Friedman, qu'on a vu aussi brièvement à l'image, ont eu beaucoup d'influence par rapport au personnel politique. Leurs théories sont devenues très à la mode et ont été imposées très violemment d'ailleurs par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé comme journaliste à Solidaire, j'étais faire un reportage des mineurs britanniques qui se battaient contre la fermeture des mines et pour qu'on ne transforme pas leur région en un désert social. Margaret Thatcher a envoyé l'armée, une répression extrêmement violente pour affamer les mineurs. Ronald Reagan aussi a fait beaucoup de répression aux États-Unis contre les Et travailleurs qui à luttaient l'étranger aussi. et dans l'international. Et donc, ça veut dire que tous ces politiciens libéraux purs et durs sont, un, liés à la violence, imposent la violence, et deux, se basent sur des théories qui ne tiennent pas debout. Oui, mais des théories qui, naturellement, sont bien vues par ceux qui ont le pouvoir, ou Voilà, ceux qui ont la richesse. c'est des théories du pouvoir. Donc, on a parlé de Darwin tout à l'heure quand on n'était pas encore bien connecté et que certains nous ont manqué le début de l'émission. On a un commentaire de Ismail qui dit, je ne sais pas si j'ai bien compris, l'homme a seulement 20 000 ans ou presque et le singe est très... Darwin, c'est de la foutaise. Darwin, c'est de la foutaise. Non, Darwin, c'est pas de la foutaise. Mhm, Donc, la théorie de l'évolution est démontrée par un nombre incalculable de faits expérimentaux mhm, et aussi par l'histoire. Donc, Darwin a été le premier à parler de sélection naturelle. mhm, Naturellement, il y a eu des changements depuis Darwin, parce que Darwin, par exemple, ne savait pas ce qu'était l'hérédité. Il ne connaissait pas les mhm. mécanismes de l'hérédité et la variabilité. Et il savait qu'il y avait la Mais il variabilité. a constaté que certaines espèces se renforçaient et d'autres Exactement, oui. mouraient et que donc il y Et avait une donc, évolution dans les espèces. oui, mais maintenant, il y a des preuves expérimentales que Darwin n'avait pas encore dans son temps. D'accord. Donc, les fondements de Darwin restent les mêmes, mais il y a eu, comme dans toute science, un progrès de nos connaissances. Mhm. Bien. Euh, je crois que malheureusement, comme je l'ai dit, on a manqué au début, vous n'avez pas pu entendre tout le début, donc il va falloir nous suivre sur YouTube où l'émission va être représentée prochainement. Euh, je pense que on a une bataille en fait, une bataille des idées entre tout ce courant néolibéral qui dit l'homme est un loup pour l'homme, on ne le changera jamais et il faut être le meilleur, il faut gagner, il faut écraser les autres, sinon il n'y a pas de progrès. Et une théorie sociale qui dit au contraire, l'homme, s'il a survécu, s'il s'est développé, s'il a pu réussir des choses quand même admirables, c'est uniquement parce qu'il a coopéré. Oui, oui, et, récemment, il y a eu une publication de mathématiciens qui démontre que la compétition est moins efficace que la coopération. Ah oui. Donc, simplement, dans un modèle, Mhm. il démontre ça clairement. Et donc, il y a toute une tendance en économie qui maintenant se tourne vers la coopération. Oui, parce que quand on nous parle d'économie à la radio ou à la télé, on a l'impression que ces gens-là, ils savent beaucoup mieux que nous, que l'économie, c'est comme la météo, qu'on n'a pas le choix, et C'est ça, mais ça, c'est il faut toute relativiser cette ça. idéologie de Hayek qui disait que ça Mhm, doit être les plus intelligents et donc les économistes qui doivent diriger parce que sinon, mhm. nous Le peuple est trop pauvres, bête. le peuple est trop bête. Mhm, Et donc, euh, partant d'un principe de base de l'homme economicus, mhm, qui est faux en soi, mhm. naturellement, on arrive à des choses absurdes.
hein, ce qu'on voit maintenant. Par exemple, dire que le progrès est dû, par exemple, à comment dirais-je, Bill Gates ou à Steve Jobs, Oui. c'est complètement Bill Gates a employé des milliers, des exact. dizaines de milliers de gens qu'il a Non, non, mal pas seulement payés. ça, mais c'est l'État qui a payé toutes Mhm. les études fondamentales Voilà, sur lesquelles eux, ils se sont fait de l'argent. Et c'est d'accord. pas eux qui ont découvert quoi que ce soit. Ils se sont Mhm. fait de Ils ont l'argent. commercialisé les Exactement. recherches des Oui, autres. oui. Et dans beaucoup du pharma business En pharma aussi. business, avec, récemment avec Novartis et leur nouvelle molécule pour cette maladie génétique, ça a été payé par le Généton. Ça veut Mhm. dire, c'est en France, les gens qui ont donné de l'argent pour faciliter la science, hein, Et après, il y et a des privés après, qui, oui, c'est qui le confisquent privé qui le demande des bénéfice. millions pour ce que les gens ont donné. Ok, ça c'est très intéressant. En écoutant Johan, je me suis dit qu'il y a une piste là pour investigation, évidemment. En tant qu'éditeur, on est à la recherche de bouquins. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui se lancerait dans la tâche de montrer que l'économie, la théorie économique dominante ne tient pas debout et est totalement anti-scientifique. Mais il y a un très bon livre qui est aussi paru en français de Keene, K-E-E-N, qui s'appelle L'imposture économique. L'imposture économique. Ok. Je conseille ça à toutes les premières années en économie parce Mhm. qu'avec ce livre-là, ils peuvent faire rougir leurs professeurs. Super. Alors, on va essayer de trouver l'auteur de ce livre et de voir si on peut l'inviter dans un prochain Michel Midi. Je pense que c'était passionnant. Je regarde des interventions. Catherine qui nous dit des théories qui refusent l'égalité relèvent de la psychose, de la peur morbide de perdre de ce qu'on a, la peur de penser que les autres ne valent rien. Voilà, Oui, donc dans le système néolibéral, il n'y a des gagnants que s'il y a des perdants. voilà. En fait, c'est totalement faux, hein. Mhm, Dans la coopération, il y a des gagnants. mhm. Et ça, c'est cette théorie La économique coopération profite à vient tout le monde. exactement. Voilà, donc Mm. c'est le choix entre une société avec des perdants et des gagnants ou une société avec tous des gagnants. Je regarde encore vos encouragements, merci. Bien, pas d'autres questions. On va bientôt clôturer. Je pense que c'était passionnant. Je vous donne rendez-vous sur YouTube pour regarder l'intégralité de cette émission. Nous allons prendre congé de vous en vous annonçant que le prochain Michel Midi, pardon, sera dans 2 semaines avec Jean-Marie Dansette qui viendra nous expliquer une manière très originale d'exprimer sa solidarité avec les Palestiniens. Vous allez voir, ça va être très chouette. C'est le 18 février si je ne me trompe, mais si vous vous inscrivez sur notre newsletter, vous aurez toutes les infos. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Michel Midi parce que je pars au Sénégal où, avec ma jeune collègue Federica Morelli, on va assister à un séminaire de 3 jours à Dakar en hommage à Samir Amin. Samir Amin, c'est un théoricien économiste né en Égypte, mais qui a travaillé beaucoup avec l'Afrique justement pour le développement d'une pensée économique différente, opposée à l'impérialisme, opposée pardon, au pillage des multinationales. Et c'est une pensée qui montre qu'effectivement, si les peuples africains sont solidaires, connectés, ils pourront arriver à résister plus efficacement avec ce qu'on appelle le panafricanisme, la solidarité africaine, à résister plus efficacement à l'injustice qui provoque maintenant tellement de souffrances dans le continent africain et ailleurs. Samir Amin, on le voit ici, euh, je me trouvais à côté de lui il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans, pardon, aux funérailles de François Houtard, euh, en- euh, un autre grand penseur de la solidarité internationale. Et nous sommes à ses obsèques. Samir Amin est donc avec ses cheveux blancs là à côté de moi. Et Samir Amin, donc ce colloque va être l'occasion pour nous de rencontrer plusieurs dizaines d'intellectuels africains de grande valeur
et nous avons cette rencontre pendant 3 jours à Dakar. On organisera aussi, je dis ça parce qu'il y a eu des questions tout à l'heure, pour nos amis de la région. On va organiser une conférence avec moi-même, une conférence où je vais interviewer, interroger tous ces penseurs africains très intéressants. On va essayer de développer aussi le journal de l'Afrique sur Investigation, qui est en pause pour le moment, mais qu'on va essayer de relancer. Avec Federica, on va vous faire des interviews. Si ça marche pour la connexion, on essaiera de faire un Michel Midi spécial de là-bas. Sinon, ce sera pour le retour. Voilà les dernières nouvelles. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt malgré les petits problèmes techniques du début. Johan, merci. Nous adressons, comme je l'ai dit, notre salut solidaire à Dirk van Dupen, le co-auteur de ce livre, qui est malheureusement en fin de vie après avoir mené des combats très courageux. Et nous répétons que nous allons faire connaître ce livre vraiment très largement dans le public francophone. C'est un livre très très important qui va tous vous aider et ainsi le message de Dirk pourra continuer à passer et être efficace justement pour la bataille de la solidarité. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.